Je suis toujours un peu amère pendant les célébrations de cinquantenaire. On ne cite pas les femmes, on ne parle pas des femmes, on ne parle pas de notre lutte. Personne ne se souvient d'elle, on ne parle même pas d'elle. Et ça me fait mal. C'est comme ici. Vous avez entendu le nom de Tchoumbé et Sam? Non. Or, c'est des femmes qui ont participé à la vie de la société sénégalaise. La mémoire des gouvernements, des pouvoirs et des États qui, en fait, a escamoté les femmes. On les a toujours zappées, les femmes. Aujourd'hui, on a oublié ces femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène qui se passe aujourd'hui au Sénégal. On a tendance, le Sénégalais a tendance aujourd'hui à célébrer que la femme religieuse. Ça, vous l'avez remarqué, il n'y a que les mères des marabouts qui sont célébrées. Ça, cela a entraîné le fait que la nation a oublié ces braves femmes qui se sont illustrées par le patriotisme. On peut les appeler à bon escient les mamans de l'indépendance. Elles sont 17. Elles auraient pu être 100 ou 1000. Toutes celles dont les vies méritent d'être retracées, racontées, perpétuées à travers l'histoire et le temps, comme des repères sur le long chemin qu'a arpenté la femme sénégalaise. Elles se sont battues pour leur pays sans hésitation et ont été oubliées au lendemain de leur exploit. Parfois, l'une réapparaît par la force du hasard avant d'être happée de nouveau par l'opacité du souvenir. Ce ne fut pas facile, évidemment, pour ces pionnières de tracer les contours de la Sénégalaise d'aujourd'hui. La prison, les brimades, la persécution sont passées par là. Et souvent, quand l'histoire n'oublie pas, la légende travestit. Yacine Boubou que la légende, dont la légende a transformé l'action en quelque sorte. Parce que la légende nous dit que Yacine Boubou s'est immolé pour donner son sang à son mari pour qu'il puisse devenir roi. Or, la réalité est tout autre. Yacine Boubou a vécu au XVIIe siècle au moment de la guerre des marabouts. Donc elle est contemporaine du marabout Ndiaye Sall. Le marabout Ndiaye Sall qui a pris le pouvoir au moment quand toute cette partie de la Sénégambie Nord a été secouée par ce qu'on appelait la guerre des marabouts. Yacine Boubou, d'aucuns disent qu'elle s'est mariée à Ndiaye Sall. D'autres sources nous disent qu'elle a donné sa fille Anta en mariage à Ndiaye Sall. Et cela dans le but de s'allier le parti maraboutique. Parce que Yacine Boubou a été destituée de son titre de Linguère. Et elle a établi une stratégie. Cette stratégie, c'est de s'allier avec les forces montantes du moment, en l'occurrence donc le parti maraboutique dirigé par Ndiaye Sall, pour permettre à son fils, Birame Yacine Boubou, d'arriver au pouvoir et de la reprendre comme Linguère. Ngoné Latyr, fille du Damel Teigne Latsoukabé, revêtit l'armure de son père malade et se faisant passer pour lui, se mit à la tête des armées et repoussa l'invasion des Maures et sécurisa les frontières de son royaume. Bigué Ngoné
est la première femme directrice de campagne. Elle a sillonné tous les grands empires de la Sénégambie pour nouer des alliances afin d'installer son fils sur le trône du Kayor. On va au Waalo, vous voyez, nous connaissons tous Ber, avec le sacrifice de ces femmes-là. Le sacrifice de ces femmes qui n'ont pas voulu tomber entre les mains des Maures et des Toucouleurs, quand même, il faut le souligner, parce que c'était contre une coalition. Elles se sont immolées en prenant soin, malgré tout, de laisser échapper certaines d'entre elles pour qu'on puisse raconter ce qu'ils ont fait, pour que cela puisse servir d'exemple, justement. Et c'est là où ça devient intéressant. Donc, elles ont voulu que la mémoire, que ce qu'elles ont fait, puisse être conservé dans la mémoire de leur peuple. C'est la raison pour laquelle Seydani on lui a dit de partir, de s'échapper. L'histoire véritable, c'est qu'il y avait un objectif de colonisation agricole du Waalo. Parce qu'après la traite négrière, la France avait besoin d'avoir des colonies comme il l'a eu aux Antilles pour la culture du coton et de la canne à sucre. Et le Waalo a été identifié pour cela et on a ce qu'on a appelé le fameux traité de Ndiao de 1819. Mais les voisins Maures et Toucouleurs, ça ne les arrangeait pas. Et surtout les mulâtres de Saint-Louis qui voulaient continuer à faire la traite de l'esclavage et le commerce de la gomme. Et donc c'est parti de cela. Et Pellegrin, qui était le maire de Saint-Louis, qui était opposé en tout cas à ce projet, a joué avec beaucoup d'habileté, est allé voir le BRAC pour lui transmettre soi-disant un message du gouverneur Schwartz à l'époque. Et puis bon, en lui disant oui, si nous voulons développer l'agriculture, il nous faut plus de paix. Si vous continuez à avoir vos armées sur les fronts à côté vers le Trarza, ça va créer encore des tensions. Donc il faut alléger votre dispositif. De toute façon, la France vous protège. Il l'a cru. Et il est allé informer les Maures qui étaient ses alliés pour leur demander de venir agresser le Waalo. Et à Tchagar, ils ont décimé l'armée pratiquement. Et le BRAC était à Saint-Louis en train de se soigner. Ils ont profité de cela pendant que l'armée pensait ses blessures pour aller anéantir la capitale Nder. Le jour où il y a eu cette révolte du 5 mars 1820 à Nder, c'est-à-dire la capitale du Waalo, le roi était absent. Le prince héritier était absent. Et ces femmes s'étaient déguisées, elles avaient pris des couteaux, des armes blanches et s'étaient regroupées en une sorte d'armée. Et c'était au moment de la bataille, quand la bataille a atteint son summum, que l'un des Maures a fait tomber le chapeau d'une des femmes et il s'est exclamé en disant que mais ce sont des femmes. Quand ils ont compris que c'était des femmes, ils sont revenus à la charge. Et ces femmes, quand elles ont perdu les munitions, ont préféré mourir plutôt que d'être prisonnières. Parce que quand tu étais prisonnière de ce sang royal, ils subissaient des tortures et des sévices. D'ailleurs, quand le Waalo a repris sa revanche sur le Trarza, ils ont coupé les oreilles de la mère du roi de Trarza, Mohamed El Habib. Ndiembene Mbodj épouse le roi du Trarza, Mohamed Ould Habib, pour préserver le Waalo des incursions Maures qui transformaient les populations en esclaves. Sa sœur, Ndaté Mbodj, affronta Faidherbe dans la guerre du Waalo le 25 juin 1855. Installée Linguère avec tout le faste requis le 1er octobre 1840, elle écrivit au gouverneur de Saint-Louis le 23 mai 1851. Le chef du Waalo, c'est moi. Je désire que personne ne prenne possession de mon territoire. Au lendemain de la guerre du Waalo, Faidherbe mit sur pied le premier bataillon de tirailleurs sénégalais. Tirailleurs sénégalais est un nom générique. Ainsi, plusieurs nationalités africaines étaient désignées sous ce vocable. Madame Tirailleur a joué un rôle important dans la logistique parce que d'abord sur le plan psychologique, affectif, cela permettait au mari d'avoir un certain équilibre. Et bon, ensuite, quand la troupe était sur le champ de bataille, d'une part il y avait le front, à l'arrière c'était le camp qui était monté avec les activités quotidiennes. Et Madame Tirailleur n'hésitait pas de temps en temps à courir, monter au front pour récupérer le fusil du mari, pour venir à l'arrière, charger ce fusil à la poudre et aller remettre au mari. Donc c'est vous dire qu'à l'occasion, certaines sont tombées sur les champs de bataille. Et on raconte même que par moment, certaines femmes ont fait le coup de feu avec leur mari. Donc quand la troupe était en marche,
les femmes avaient les baluchons sur la tête et c'était très lourd. Il n'y avait pas seulement que la nourriture ou les accessoires pour la famille, mais il y avait également le reste de la poudre qui était transporté. Donc, comme tout se faisait à pied, les Français avaient remarqué, un officier disait d'ailleurs que la particularité de ces femmes, c'est qu'elles ne se plaignaient jamais. Quand la troupe arrivait à un point où il fallait s'arrêter, la femme, en plus de tout ce qu'elle avait fait, s'adonnait aux tâches domestiques, la cuisine, etc., au moment où les hommes se reposaient. Pourtant, Madame Tirailleur ou Madame Sénégal a participé durant les opérations du Maroc jusqu'en 1914, où sur près de 13 000 tirailleurs, on ne dissociera plus monsieur de madame. Aline Sitoé Diatta est la prêtresse du bois sacré et l'envoyée des mitailles. Elle prône le retour à une véritable identité diola et la culture du riz rouge. Considérée comme une résistante, elle sera déportée à Tombouctou où elle mourut peu après des suites d'un scorbut. Saint-Louis du Sénégal. Le résultat des municipales de juillet 1945 crée un changement de mentalité dans la classe politique sénégalaise. Lamine Gueye recueille 8590 voix. Alfred Gou, jusqu'alors maire, totalise 951 voix, soit moins de 10% des votants. Le vote des femmes sénégalaises a de toute évidence considérablement modifié les données des élections. Pourtant, en janvier 1944, le décret de la métropole accordant aux femmes le droit d'être électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes excluait les femmes africaines citoyennes. Les femmes se sont battues pour que ce droit de vote-là soit étendu. C'était les femmes des 4 communes. À force de réunions, de manifestations, de campagnes de presse et de contestations, les femmes des 4 communes envisagent même la violence comme une éventualité. Dépeinte comme une femme intelligente et débordante d'activité, elle disposait d'un magnétisme personnel et d'un esprit critique. Soukaina Konaré avait le don de mener les foules et de soulever les masses par ses initiatives spectaculaires, ses propos pimentés et pittoresques, si pleins de défis pour les hommes. C'est d'elle qu'est venue la phrase selon laquelle si les hommes ne peuvent pas se battre, qu'ils nous donnent leurs pantalons et qu'ils prennent nos pagnes. À la tête de la première association politique féminine, à laquelle elle donna son nom, elle apparaît comme une figure de proue dans cette lutte des femmes sénégalaises pour le droit de vote. Finalement, le 30 mai 1945, paraîtra le nouveau décret accordant le droit de vote aux femmes sénégalaises citoyennes, qui deviennent électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les citoyens français. Je ne suis pas toujours d'accord avec certains analystes qui disent que oui, les femmes étaient là pour applaudir les hommes. Mais non, c'est parce qu'on les a privées d'un espace propre d'exercice du pouvoir ou de participation politique. Alors la seule chose qui leur restait, c'était de défendre les hommes de leur clan. Elles ne défendaient pas les hommes parce que simplement parce qu'elles étaient des incapables. Non, c'est parce que le système et le modèle tel qu'il était conçu les avait définitivement écartés. Quoi qu'on puisse dire, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est élu dans ce pays, et ça c'est depuis 1945 avec Lamine Gueye, c'est grâce aux femmes. Et vous voyez, c'est comme nous étions toujours de grands enfants en fait. En 1945, les Sénégalais entendent se représenter eux-mêmes. Ils ne veulent plus confier sur leur sol leur destin à des non-sénégalais qui sont désormais exclus de l'arène politique. Le Wolof fait sa percée dans les réunions. Revendications politiques et revendications culturelles conjuguées constituent la manifestation d'une éclosion du sentiment national. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, 1945-46, on a commencé à comprendre que le moment était venu de faire un palier de plus. Au lieu de demander à être assimilés, mais que nous nous émancipions. Et ensuite, à partir des années 50, ça a été la lutte pour l'indépendance. Dans toutes ces phases-là, les femmes nous ont accompagnés. Elles nous ont accompagnés de belle manière.